Soyez pas violent. Voilà. C'est de ma faute. Yann Kefelec qui est écrivain. Vous publiez jadis chez Gallimard. Oui, j'ai eu le prix Goncourt chez Gallimard. Et pourquoi vous n'êtes plus chez Gallimard? Parce que mon ami Françoise Verny, qui m'avait attiré chez Gallimard, malheureusement a quitté les éditions Gallimard. Je ne me suis plus senti autant attaché à cette maison que je l'étais. Et voilà, je suis devenu un mercenaire. Annie Ernaux, à votre avis, elle a le prix Nobel parce que... Oh là, je m'inquiète là. Elle a le prix Nobel parce que c'est une grande écrivain ou parce que politiquement elle correspond au moment? On sait très bien que c'est un prix extrêmement politisé, le prix Nobel. Je n'en dirai pas plus. Ce qui n'empêche pas d'être une grande écrivaine. Oui. Non mais c'est fou parce que... Non. Vous appelez pas Yann Kefelec en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avis de Yann Kefelec. Qui lui-même est écrivain. Qu'est-ce que vous savez des écrivains? Vous avez écrit? Non. Monsieur Kefelec, il a écrit. J'ai écrit. Lui, J'ai beaucoup lu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est un grand écrivain. Qu'est-ce qu'un grand écrivain? De la même manière que hier soir, j'entendais s'interroger sur la signification de la violence, qui m'a profondément inquiété, parce que, effectivement, les flics avaient pris feu face à des manifestants, mais ça n'était éventuellement pas de la violence comparé à la violence d'État qui était supérieure à celle d'un policier qui prend feu. Donc, quand on arrive à cette ère, à cette période de cracheur de feu, si vous voulez, où des mots comme violence sont à redéfinir avant d'être utilisés, c'est qu'on est très très mal barré. De la même manière, quand on demande si un tel ou un tel est un grand écrivain, c'est totalement subjectif, c'est du tri subjectif et non pas sélectif. Voilà, donc je ne sais pas si Annie Ernaux est un grand écrivain, mais je la respecte. On sait au moins qu'il ne l'est pas. Hein. On sait qu'il n'est pas un grand écrivain. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, mais c'est vrai que... En fait, on avait Houellebecq sous la main, il était parfait. Je pense que Houellebecq est un grand écrivain parce qu'il dit bien la société d'aujourd'hui, il interroge le monde entier, il interroge l'univers à travers une œuvre de littérature, ce qui est quand même le propre d'un grand écrivain. En tout cas, il l'est pour le moment. Bon, et moi, ce qui m'avait choqué chez Gallimard notamment, c'est qu'il y avait eu une campagne contre M. Millet pour le sortir, orchestrée d'ailleurs par Mme Ernaux, parce qu'elle écrivait des choses qui ne correspondaient pas à la doxa du moment, et il fallait virer M. Millet. C'est catastrophique, ça. Mais comment Antoine Gallimard a-t-il pu accepter ça? Vous savez, les éditions Gallimard ont accepté beaucoup de choses. Le rôle de l'éditeur, c'est pas de se mêler, si vous voulez, de ce qu'il regarde des personnes et pas simplement la littérature. Bon, est-ce que dans ce milieu qui est le vôtre aujourd'hui, un écrivain qui ne publierait pas ou ne dirait pas les choses qui vont dans le bon sens, est-ce qu'il est mis de côté? Aujourd'hui, c'est terrible. On s'interroge toujours sur la liberté d'expression. Est-ce qu'un écrivain peut tout dire? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est devenu difficile pour un auteur de dire réellement le fond de sa pensée parce que nous sommes dans une société où, effectivement, la violence est devenue une forme de respiration qui met en danger ceux qui contestent la bonne parole des autres. Donc l'écrivain, c'est en cela d'ailleurs, Houellebecq est extrêmement courageux parce que pour dire le fond de sa pensée, il n'existe pas à se mettre... Il a rétro-pédalé. Hein. Il a rétro-pédalé. Il a bien compris le danger. Hein. Oui, mais enfin, il s'est tout de même mis en danger. Il a rétro-pédalé par rapport à ce qu'il avait dit et surtout parce qu'il a bien compris qu'il pouvait être en difficulté. Oui, il l'a été d'ailleurs en difficulté physiquement. Il aurait pu laisser sa peau. Je l'admire. Non, c'est très difficile aujourd'hui, effectivement, d'aller au bout de sa pensée à l'oral comme à l'écrit. Bon, vous avez eu le prix Goncourt donc en 88 85. Vous verrez, ça ne change pas grand-chose, mais c'est en 85. Non, mais c'est intéressant parce que c'est la même période. En fait, vous aviez 36 ans. Vous êtes bon. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque, par exemple, est-ce que Les Noces barbares, selon vous, pourraient avoir le prix Goncourt aujourd'hui? Oh oui, bien sûr. Non seulement aujourd'hui, mais l'année prochaine, l'année suivante. Je ne vois pas pourquoi Les Noces barbares n'auraient pas le prix Goncourt. C'est un livre quand même qui... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choix... par exemple, j'ai rien contre le dernier prix Goncourt, une nouvelle fois, Madame Giraud, j'ai rien contre elle, mais j'ai l'impression que les choix ne sont pas forcément des choix de littérature. Les choix sont moins, les choix sont des choix de sujets, bien souvent. Effectivement, la littérature est beaucoup moins mise en avant par les éditeurs et par la presse littéraire. D'ailleurs, on constate à chaque rentrée littéraire que ce n'est pas la littérature qui l'emporte dans les médias, mais c'est ce qu'on appelle le buzz, c'est le sujet. C'est le sujet. Le Mage du Kremlin était objectivement... excellent livre. Excellent livre, et tout le monde pouvait trouver que ce prix méritait le Goncourt, et c'est un autre livre... Parce qu'il avait eu le prix de l'Académie française aussi. Oui, enfin, ça n'a rien à voir. C'est le prix Goncourt. Bon, alors ce livre, ce qui peut surprendre, c'est que ce livre que vous sortez suite armoricaine, ce qui peut surprendre, c'est Yann et Henri Kefelec suite armoricaine. Henri, c'est mon père. Oui, mais votre père est décédé, donc les gens peuvent être surpris.
Ah mais les gens peuvent être surpris, un écrivain a le droit d'être décédé, de rester un grand écrivain et de rester le père de son fils qui, lui, n'est pas décédé pour l'instant. Oui, j'entends bien. Mais alors, c'est quoi? Ce sont 2 mémoires. Oui. Ce sont les mémoires de mon père qui retracent sa vision de la Bretagne entre les 2 guerres, période où il était enfant, il est devenu adolescent, où il affrontait donc à la fois la Première Guerre mondiale et la Seconde. C'est une vision de la Bretagne assez extraordinaire parce qu'à la fois il est dite avec le style d'un grand écrivain, quelqu'un qui vous parle à l'oreille avec une phrase simple comme ça et qui vous attire dans son histoire comme si c'était la vôtre. Ça, c'est le grand écrivain. Ce sont les mémoires de mon père. L'éditeur a souhaité que moi, je donne ma propre vision de la Bretagne aujourd'hui. Vous avez à la fois les mémoires du père et ce que j'ai appelé mes miroirs d'enfance, qui sont les mémoires du fils d'Henri Kefelec, moi-même. Et je pense qu'il est assez intéressant de constater que ces 2 Bretagnes extrêmement différentes sont assez comparables tout de même quant au tempérament du breton, qui reste un tempérament de bonhomie, de bon accueil, de bienvenue aux autres, voilà, qui ne s'est jamais autant manifesté qu'aujourd'hui, où on s'aperçoit qu'un pays en manque d'identité vient en chercher en Bretagne, où il trouve à la fois la gentillesse, l'amitié, un sens de l'humanité qui s'est perdu et la beauté du monde, comme on ne l'a jamais vu. La beauté du monde, puisqu'évidemment la Bretagne de Trégastel est sans doute les endroits les... C'est pas croyable, parce que c'est, malgré les éoliennes, c'est pas croyable ce que c'est. Bah oui, mais vous êtes comme nous, vous détestez les éoliennes. Il faudrait un soulèvement de la mer aussi pour lutter contre les éoliennes. C'est absolument lamentable qu'on ne se révolte pas davantage contre les éoliennes. Ça, c'est un véritable combat, parce que ces paysages n'appartiennent à personne et certainement pas à l'État qui se les est appropriés avec ces éoliennes. Je suis d'accord avec vous, mais tout ce que vous dites là aujourd'hui, c'est inaudible. C'est-à-dire qu'on va vous traiter de réactionnaire. On est en train de l'écouter, pourtant. Oui. On va vous traiter de... Moi, je suis à 100% d'accord. C'est horrible, les éoliennes. Ça massacrait la Baule, ça massacrait... Sur l'artificialisation du sol, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Mais la doxa... Ça ne sert à rien. Et ça ne sert en plus à rien. Donc, ça, c'est discutable, pardonnez-moi. Non, c'est pas malheureusement, c'est pas discutable. Chiffre en main, ça ne sert strictement à rien. Chaque fois qu'on construit une éolienne, on construit à côté de ça une centrale à gaz, sans le dire, pour le cas où le vent ne soufflera pas. Avec les canicules qui se préparent, je pense que les éoliennes vont être légèrement en berne au large des côtes bretonnes. Les pays d'Europe du Nord développent les éoliennes. Mais c'est pas parce que les pays d'Europe du Nord c'est leur seul argument. Donc ça contribue... Non, mais sur l'argument, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas vrai. Moi, j'aime beaucoup Gérard Leclerc et Philippe Gilbert. Le seul argument sur le Covid, mais c'est pas de la doxa, tout le monde fait la même chose. Alors le mot doxa, c'est pas de la doxa, c'est des faits. Non, ça sert à rien. Ça produit de l'électricité. Mais ça ne produit pas de l'électricité en quantité suffisante. C'est une électricité hors de prix. Jamais on n'aura payé des factures d'électricité ce prix-là. On s'aperçoit qu'on revient gentiment vers le nucléaire qu'on avait mis de côté. On le fait en douce parce qu'on a un petit peu honte, parce que ce n'est pas la doxa. Et voilà. Et le nucléaire ne suffira pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ah si, ça non. Ce qui est certain, quand votre père naît en 1910 et qu'il a donc 10 ans en 1920, l'écart entre la Bretagne et Paris est évidemment plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, vous allez dans n'importe quelle ville du monde, vous tombez sur un McDo, les gens sont habillés pareil, ils parlent quasiment tous l'anglais, etc. À l'époque, entre Paris, la société bourgeoise, intellectuelle parisienne, et des gens ne parlent pas la même langue. Il y a des monsieur bricolage. Les gens ne parlent pas la même langue. Et la Bretagne, c'était loin. Oui. Le loin breton, c'est considérablement amenuisé par les moyens de transport. Oui. Et ce loin, effectivement, ce loin qui s'est amenuisé fait venir toutes ces marques et toute cette standardisation que l'on peut déplorer ailleurs, qui n'est pas encore le fait de la Bretagne, mais c'est en cours. La Bretagne est quand même bien préservée, je trouve. Oui, il faut qu'elle le reste. Oui, tant mieux, parce que l'identité bretonne n'est pas folklorique. Parce que le folklore breton n'est pas une pose, n'est pas une posture. Parce que lorsque les Bretagnes du monde entier se réunissent à Lorient au moment des interceltiques, on s'aperçoit que la tradition bretonne, qui se veut moderne et bien dans l'air du temps, n'en reste pas moins une tradition immémoriale qui vient se donner cours et faire la fête pour tout le monde. Mais c'est quoi être breton? Vous dites la bonhomie, l'accueil, etc. Mais bon... Ce sont effectivement des valeurs comme ça extrêmement belles de réunion comme ça de l'être humain autour de lui-même, à travers la famille, à travers l'amitié, à travers la musique, à travers la culture. Mais ça, c'est pas vrai au Pays Basque, c'est pas vrai en Corse, mais si c'est vrai au Pays Basque, dans le Nord. Mais volontiers qu'il le manifeste. Oui, mais quelle est la spécificité au fond? En quoi vous ne ressemblez pas à un Corse, à un Basque ou à un Nordiste?
parce que, je vais le dire, et c'est inaudible, mais je vais le dire quand même, parce que les Bretons sont mystérieux. Ce sont des gens étranges. On ne sait pas exactement où ils sont, dans quel monde intérieur. Le basque est ténébreux. Le basque, mais volontiers. Voilà, Le corps, c'est très ouvert. Le gascon est menteur. Pas du tout mystérieux. Effectivement, le breton est mystérieux. Il est fou de sa Bretagne, même s'il s'en éloigne. Il n'a qu'une envie, c'est de retourner vers cette espèce de Bretagne idéalisée dont on ne sait pas exactement ce qu'elle représente et qu'il ne cesse de chanter et d'enchanter en la chantant. Bon, et vous avez souvent parlé de votre père qui vous impressionnait quand vous étiez enfant, et puis lui-même, il vous regardait. C'est tout juste... Il ne regardait pas. Lui, c'était le menhir absolu. Ah oui, Moi, j'étais le ver de terre amoureux d'un menhir. Non, mon père. Et quand il me regardait, c'était très mauvais signe. Dans ces cas-là, je me rendais compte qu'il avait des yeux absolument magnifiques. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais c'est pas bien quand même d'avoir. C'est pas bien, non, c'est pas bien. En tout cas, pour l'idée que je me faisais d'une relation avec mon père, c'était extrêmement triste. Et quand vous avez eu le concours, quand même, il était plein d'admiration. Non, ça, je l'ai poignardé ce jour-là. Ça a été le pire moment de ma vie, c'est qu'il a fallu l'annoncer à mon père. Je savais que ça allait très très mal se passer. Effectivement, ça a été une catastrophe, et pour lui et pour moi. Mais pourquoi c'est horrible ? Parce qu'il était écrivain, parce que j'ai eu en face de moi non pas un père comme ça heureux d'accueillir son fils et de lui dire bravo mon garçon, mais j'ai eu un écrivain rival comme ça qui n'avait pas eu le concours, alors que moi je venais de l'avoir et j'avais le culot de le lui faire la Mais figure. c'est pervers. Vous avez dit quoi ? Il m'a dit, j'étais au téléphone, dans la cabine de téléphonique la plus pourrie de la capitale, où cancre, j'allais téléphoner à mes parents que j'étais en retard quand je sortais du lycée Buffon juste à côté. Je lui ai dit, papa, il me dit, oui, je sais. Je viens d'apprendre par la femme de ménage que eu le concours. Et de la part d'un homme qui n'avait aucun mépris pour les femmes de ménage, absolument aucun, qui était la simplicité même, la gentillesse même, c'était le signe qu'il était tombé bien bas pour essayer de me faire du mal. Mais comment vous expliquez ça, au fond ? Et quand il est mort en 92, vous avez une explication ? J'ai une explication. J'ai une explication. Oui. C'est que c'est la place que l'on a dans la famille, le dossard que l'on vous épingle dans la famille à la naissance, vous ne pouvez jamais vous en débarrasser. Moi, je suis le cadet, je suis le troisième de la fratrie. Mon frère aîné était le préféré de mon père. Il avait décidé que mon frère avait toutes les qualités de son propre père qu'il n'avait pas connues. C'est compliqué, mais c'est vrai. Moi, je suis arrivé, selon mon père, pour faire de l'ombre à mon frère aîné. Donc, il fallait que je m'écrase, que je me taise, que je me fasse le moins remarqué possible. Et j'ai fait exactement l'inverse. Je voulais attirer son attention. Je voulais faire mon intéressant pour qu'il me voie. Toujours en ma défaveur. Voilà. Donc et votre frère aîné, qu'est-ce qu'il est devenu ? Mon frère aîné, un homme formidable. Mon frère aîné, c'est devenu un grand mathématicien. Il aurait pu être écrivain. C'était la sensibilité même. Il jouait du piano. Il avait tous les talents que mon père lui prêtait. Il est devenu mathématicien, fort heureusement, sinon je ne serais peut-être pas écrivain aujourd'hui en face de vous. Enfin, il y a des familles où vous piquez toute la matière grise du quartier quand vous naissez, quand même, parce que le père, le mathématicien, etc. Pas sûr, pianiste. Bon. Alors, vous parlez très bien de votre... Je me sens plein de... C'est vrai que vous avez une écriture très classique, à l'ancienne, très agréable. Très moderne aussi. Oui, mais je trouve qu'il y a quelques... Oui. Mais il y a quelque chose qui est agréable quand on vous lit, vous savez quoi ? C'est qu'on a plaisir à vous lire. C'est bête, hein ? Merci beaucoup. Mais c'est à retrouver cette écriture. Et à retrouver. Comme quand vous parlez, d'ailleurs. Et c'est ça aussi l'écrivain, c'est qu'il veut donner du plaisir à son lecteur. Mais vous êtes généreux. Merci. Je me sens plein d'admiration et de gratitude pour l'homme robuste qui mange et boit les mêmes choses qu'un enfant. Il me sourit en bavardant avec ma mère qui va et vient. Peut-être glisse-t-il sa main sans bague vers ma menotte. Il a de hautes bottes qui grincent. Par la porte-fenêtre du balcon ouverte en grand jaillit un flot de lumière. Des chevaux hennissent, peut-être ceux de mon père et de son soldat d'ordonnance qui patiente tout en bas devant la maison des oiseaux pépis. Bonheur. Merci beaucoup. Ben non, mais c'est à la fois... D'ailleurs, c'est très marrant l'écriture, parce qu'il y a deux choses qui paraissent contradictoires. Et c'est vrai en tout, ça, pour le coup. C'est vrai aussi en football, en tennis, en cuisine. C'est la grande simplicité. Mais pour arriver à cette grande simplicité... il faut d'expérience. Remis le métier sur l'ouvrage sur le métier, c'est sûr. Oui. Et ensuite, ça paraît évident. Ensuite, ce jaillissement de la simplicité, c'est lui. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant ? Pourquoi je n'ai pas dit d'un chat que c'était un chat et quand il pleuvait, pourquoi je n'ai pas dit il pleut ? Je pose souvent cette question aux gens qui écrivent. Ce qui est publié, c'est la quantième page. La 40e page, je ne sais pas la combienième. Jean d'Ormesson disait c'est la 9e, par exemple, qu'il avait tellement refait, raturé, etc. Vous écrivez d'un trait ou vous corrigez beaucoup ? Ça, c'est formidable. C'est une excellente question freudienne. Mon père écrivait d'un trait. Il n'y a pas de rature dans ses manuscrits. J'ai des manuscrits de mon père qui me font peur tellement ils sont, comme ça, l'écriture est coulée d'une ligne à l'autre, sans aucune rature et sans aucune faute d'orthographe, ce qui est une chose grave, la faute d'orthographe.
Moi, je suis un homme de la rature parce que j'ai été dans le reproche. Donc, à chaque fois que j'écris quelque chose qui est bien, je commence par le barrer, même si c'est bien, parce que j'ai un peu honte de l'avoir écrit par rapport à ce que mon père aurait pu m'en dire. Et je recommence la même chose. Et je constate à la longue que je rature de moins en moins. J'accepte de moins en moins le reproche dans lequel j'ai été élevé. C'est magnifique ce que vous dites, de la rature au reproche. C'est pour ça que vous avez eu le concours et pas Mais vous devriez animer une émission littéraire. Ah ben, Écoutez, vous êtes en train de le faire magnifiquement. Donc, vous devriez animer une émission littéraire, Yann. Vraiment, ce serait formidable. Excellent. Vous seriez formidable. Mais comme il est très bon, on lui proposera jamais. Vous vivez dangereusement. Vous vivez dangereusement. Vous écrivez dans Service littéraire de temps en temps avec notre ami Cereza? Effectivement, Cereza est un ami, vous avez bien raison de le dire. On l'a reçu ici. C'est un flamboyant. C'est un flamboyant, c'est un mousquetaire, c'est quelqu'un qui a une grande culture et un sens de l'amitié immémorial. Vous ne le voyez pas. Pendant 10 ans, vous le retrouvez. Alors vieux, ça va? Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la Bretagne, d'une certaine manière. Et l'Italie. Bon. Michael Dos Santos, il est 10h34. On est très en retard, mais c'est passionnant de vous écouter.